La première chose à dire à propos des énergies renouvelables, c'est qu'aujourd'hui, elles constituent une part quasi négligeable de la production d'énergie au monde. Ce que le public sait assez peu, puisqu'on parle beaucoup de vent, on parle beaucoup de soleil, on parle beaucoup de nucléaire. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que 90% à peu près de l'énergie produite sur Terre est obtenue en brûlant quelque chose, donc par combustion. Ça peut être aussi bien brûler du bois pour faire chauffer de l'eau qu'envoyer une fusée pour envoyer un satellite. Donc cette combustion, comme nous le savons tous, elle émet aussi du CO2. Et ce CO2 est la source de nos problèmes actuels en termes de réchauffement global. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est de baisser cette part de combustion et de faire monter la part du renouvelable, des renouvelables, aussi vite que l'on peut. Ça pose une difficulté. La variation imprévisible des renouvelables pose un gros problème au niveau de la gestion des réseaux électriques. L'électricité, c'est quelque chose qui ne se stocke pas. Il faut qu'à chaque moment, la consommation électrique soit égale à la production. C'est une règle immuable. Et si demain, on avait non pas 5%, mais 50% ou 80% d'énergie renouvelable, la gestion du réseau, par exemple, du réseau électrique, devient juste impossible. Il faut donc absolument trouver des moyens de stocker les énergies renouvelables. Alors, il y a beaucoup de façons. Une des façons, par exemple, c'est les batteries. Mais les batteries, déjà à produire, ce n'est pas quelque chose de tout à fait propre. À éliminer ensuite après leur utilisation, ce n'est pas non plus quelque chose de tout à fait propre. C'est un vecteur, il n'y a pas d'hydrogène naturel sur Terre, il n'y a pas de source d'hydrogène, pas comme le gaz naturel. Mais par contre, on peut en produire, s'en servir pour stocker l'énergie et la récupérer ensuite quand on en a besoin. Et cet hydrogène, vous le mettez dans des grands réservoirs. Et si ça se passe chez vous, ce sera une petite bouteille. Vous pouvez le mettre par exemple dans une voiture où il va être brûlé grâce à une pile à combustible. Il y a déjà beaucoup de voitures comme ça qui existent. Vous pouvez le mettre dans une voiture à moteur à piston qui brûlerait de l'hydrogène. Il y a aussi beaucoup de moteurs comme ça qui sont développés, en particulier aux États-Unis. Vous pouvez le brûler, par exemple, pour faire votre café, ou pour faire des grillades, ou pour chauffer votre maison. Et simplement, cet hydrogène permettra de transformer les énergies renouvelables en quelque chose que vous pouvez stocker. Et ça, c'est un problème essentiel si on veut passer à des mix énergétiques où on aura beaucoup de renouvelables. Alors aujourd'hui, c'est toujours des arguments économiques. L'électrolyse de l'eau, c'est quelque chose qui coûte cher aujourd'hui. Et la façon dont on fait l'hydrogène aujourd'hui, ça n'est pas avec l'électrolyse de l'eau, c'est en prenant des hydrocarbures et en faisant ce qu'on appelle du reforming. Donc en un mot, on fait de l'hydrogène à partir par exemple de méthane. Et quand on fait ça, on relâche beaucoup de CO2. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui quand on dit par exemple qu'on a une voiture à hydrogène qui ne fait pas de CO2, puisque l'hydrogène, quand il brûle, ça fait de l'eau. Parce qu'en fait, le CO2, on l'a fait avant. Par contre, à long terme, si on développe des électrolyseurs plus efficaces, c'est ce vers quoi il faut aller, on sera capable de faire l'hydrogène sans passer par des hydrocarbures. Et donc le bilan CO2, lui, il sera bon. C'est quelque chose qui pourrait remplacer quasiment tous les autres combustibles. Donc le potentiel est là. Par contre, les technologies et le coût, on en revient toujours au problème du coût. Tant que le pétrole reste à des prix bas, les technologies liées à l'hydrogène se développent doucement. Alors l'hydrogène présente un certain nombre de difficultés. La principale, je crois, est la difficulté liée à la sécurité. C'est-à-dire que vous avez tous entendu parler des explosions au méthane. On a tous du méthane, enfin du gaz de ville dans les maisons. Vous pouvez avoir une explosion. Les explosions au gaz sont bien connues. Bon, il faut dire que si les mêmes explosions devaient se produire à l'hydrogène, les effets seraient 4 à 5 fois plus forts. C'est-à-dire que les surpressions sont 4 à 5 fois plus fortes. Donc les bâtiments vont pas aimer. Et l'autre problème de l'hydrogène, c'est que quand vous mettez du gaz dans une pièce, il faut que la concentration de gaz, c'est-à-dire la quantité de gaz que vous avez mis, soit dans une échelle assez petite pour que ça brûle. S'il y en a trop, s'il n'y en a pas assez, ça ne s'allume pas. Avec l'hydrogène, cette proportion est énorme, c'est-à-dire s'il y en a un tout petit peu, ça va s'allumer, s'il y en a beaucoup, ça va s'allumer aussi. C'est ce qu'on appelle les limites de flammabilité. Et donc avoir de l'hydrogène dans un bâtiment, en termes de sécurité, ça va être une difficulté. En plus, l'hydrogène brûle extrêmement bien une fois qu'il est allumé. Il brûle très très vite, c'est pour ça qu'on s'en sert dans les moteurs de fusée, c'est un carburant extrêmement puissant. Donc il y aura un vrai défi lié à la sécurité. Le deuxième défi lié à l'hydrogène, mais qui est lié aussi à la sécurité, c'est que l'hydrogène, c'est quasiment la plus petite molécule qu'on peut avoir sur Terre, et donc elle traverse tout, elle fuit. Donc si vous mettez l'hydrogène dans cette pièce, vous n'allez pas le retrouver ici, il va monter, il va passer à l'étage du dessus. Alors c'est un côté sympathique, c'est que si vous êtes juste en dessous du toit, il va s'en aller dans l'atmosphère, c'est pas très dangereux. Mais si vous êtes dans un sous-sol, si vous avez garé votre voiture dans un sous-sol, il va envahir tous les appartements qui sont au-dessus. Si on prend des mesures de sécurité sur l'hydrogène, il n'y a pas de raison que ce soit plus dangereux qu'un autre gaz. Mais par exemple, le réservoir lui-même,
doit être construit avec des matériaux extrêmement spéciaux. Sinon, vous mettez l'hydrogène dedans, vous revenez une semaine après, il est parti, à cause de sa très petite taille. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on n'a pas, par exemple, avec le méthane ou le propane. Donc ils sont très lourds, hein. Vous pouvez vous retrouver typiquement pour mettre un petit peu une dizaine de litres d'hydrogène dans un réservoir, le réservoir peut peser jusqu'à 100 kg. Il faut des pompes à hydrogène, alors aujourd'hui ça existe déjà, hein. Il y a des stations à hydrogène installées un peu partout dans le monde et vous pouvez y aller et on va gonfler votre réservoir avec un système sous pression qui va le remplir jusqu'à 700 bars. Donc ça, ce sont des technologies qui existent déjà. Maintenant, est-ce que la vitesse à laquelle l'hydrogène se développe est suffisante? D'abord, l'hydrogène n'est pas la seule solution, hein. Par exemple, pour que l'hydrogène soit utile pour le stockage des énergies renouvelables, encore faut-il qu'il y ait beaucoup plus d'énergie renouvelable. Il faut commencer par là, quoi, hein. C'est pas encore gagné, quoi. Donc, c'est certainement une solution. Après, la partie économique, le volet économique de cette affaire, en comparaison de l'évolution du climat, là, ça va dépendre d'autres indicateurs. Et ces indicateurs, maintenant, sont politiques. C'est-à-dire que clairement, si les gouvernements donnent des signaux du genre « c'est fini, je ne veux plus de combustibles fossiles », on l'a dit par exemple, là, 2040, ce serait la fin des véhicules à piston classiques utilisant des combustibles fossiles. Si on le dit clairement, les gens vont aller chercher des solutions parallèles, donc l'hydrogène va monter. Est-ce qu'il va monter assez vite? Ça, c'est difficile à dire, hein. Et ça, c'est un problème de climatologie. L'hydrogène ne peut pas être à lui tout seul la solution du problème. C'est évident qu'on a besoin de développer toutes les autres solutions en même temps. La première de ces solutions consisterait nous-mêmes à brûler moins d'énergie, hein. L'énergie qu'on n'a pas besoin de consommer, c'est la plus facile à produire. Et ça, aujourd'hui, le citoyen lambda français ou mondial a du mal à accepter ça, hein. Mais l'autre chose qui change, c'est qu'on voit bien quand même que les jeunes aujourd'hui ont une attitude différente vis-à-vis de ce problème par rapport à nos générations. Et je pense que s'il y a suffisamment de jeunes qui montent en puissance avec cette idée que le climat c'est le problème numéro un, on va voir arriver ces solutions. On voit même que la finance aujourd'hui est en train de retourner sa veste. Il y a des tas de financiers, de gens qui voulaient placer leur argent, qui le plaçaient dans des centrales à charbon, dans des centrales au fioul, dans des systèmes fossiles, qui aujourd'hui sont en train de se dire c'est une mauvaise idée, ce truc-là, je ne vais pas pouvoir le valoriser, bon, je vais mettre mes sous dans le solaire. Et donc une fois que ce mouvement va commencer à s'amorcer, je pense qu'il peut être très rapide par contre. Donc les technos sont quand même là. Le problème, c'est de mettre les sous derrière. Tout ce qui est développement d'énergie renouvelable se fait en fait trop doucement pour l'instant. Le nucléaire a la capacité de faire le pont entre aujourd'hui et dans 15-20 ans, quoi. C'est-à-dire de nous permettre d'avoir une source d'énergie qui a d'autres défauts, hein, mais au moins pendant 20 ans, 30 ans, ça nous permettrait de baisser tout ce qui est fuel fossile. Et puis dans 20-30 ans, d'avoir suffisamment d'énergie renouvelable pour arrêter lui-même le nucléaire. Non, EDF s'intéresse beaucoup à l'hydrogène, aussi pour une autre raison qui ressemble un petit peu, c'est que les centrales atomiques, ce n'est pas des engins dont vous réglez la production entre 0 et 100% comme vous voulez. Donc ils ont un peu le même problème quelque part que les renouvelables. Quand une centrale atomique elle marche pleine puissance, s'il n'y a pas besoin de toute son énergie, ce serait bien agréable de la stocker, donc de faire de l'hydrogène. Alors il faut savoir que l'hydrogène, déjà aujourd'hui, hein, il y a des endroits où il y en a, par exemple on le prend quand on a trop d'hydrogène et on le met dans le réseau de gaz naturel que vous utilisez pour faire votre café. Et jusqu'à 5 ou 10% d'hydrogène dans le gaz naturel, vous ne vous en rendez même pas compte. Donc il y a déjà des endroits où l'hydrogène est utilisé. Par contre, il ne faut pas aller au-delà de 15 ou 20% parce que là, il va se passer des choses. Les systèmes ne sont pas faits pour brûler l'hydrogène. Donc là, nous, on travaille par exemple sur des choses aussi bêtes que des barbecues ou des gazinières ou des chauffages individuels d'eau pour être capable de brûler soit du méthane, soit de l'hydrogène, soit un mélange des deux, hein, pour ce qu'on appelle avoir la flexibilité au fuel. Et ça a beaucoup d'avantages. Il y a des applications très exotiques, hein, de l'hydrogène. Par exemple, vous pouvez aller dans le désert, avoir un panneau solaire. Avec ce panneau solaire, récupérer l'électricité. L'électricité, vous en servir pour faire de l'hydrogène et de l'oxygène, parce que ça fait les deux en même temps. Et quand vous avez l'hydrogène et l'oxygène, vous pouvez faire un chalumeau. Donc par exemple, ça permet d'aller au milieu du désert avec juste un peu d'eau, votre capteur solaire et ce système-là, et d'avoir un chalumeau, ce qui, d'un point de vue industriel, par exemple au milieu de l'Afrique, peut être extrêmement intéressant. Il y a une société française qui fait ça, qui s'appelle Bulan, qui le produit déjà, qui en a vendu des milliers. Donc on voit, il y a plein d'applications liées à l'hydrogène qui sont peut-être un peu exotiques, mais qui sont sympathiques. Vous pouvez aussi être indépendant, être dans une ferme par exemple, et utiliser cet hydrogène pour faire votre propre électricité, alimenter votre propre voiture et devenir complètement indépendant du réseau. Ce qui est envisagé souvent, c'est de coupler plusieurs choses à la fois. Donc c'est-à-dire qu'au même endroit, vous auriez des turbines à gaz classiques, mais qui brûleraient de l'hydrogène, à côté de lesquelles vous auriez des éoliennes, à côté desquelles vous auriez des centrales solaires. Et toutes ces choses-là tournent ensemble. C'est-à-dire que quand il y a par exemple une énergie renouvelable disponible, c'est ou le solaire ou l'éolien qui tourne. Quand il y en a trop,
il fait de l'hydrogène, et quand il n'y a plus rien, on file l'hydrogène à la turbine à gaz qui prend le relais des deux autres. Et la somme des trois doit permettre d'avoir une production à peu près équilibrée à tout moment de l'année et à tout moment de la journée. Et les grands producteurs d'énergie, comme Siemens par exemple, sont déjà sur des projets comme ça. Après, il faut trouver l'endroit idéal pour le mettre, pour qu'il y ait du soleil, du vent, et pas trop loin des endroits où on consomme l'énergie. Mais ce sont des projets qui se développent, des projets d'intégration complète du renouvelable, avec une façon d'équilibrer le renouvelable quand il n'y en a pas assez.